Donc, quelques mots à titre d'introduction pour contextualiser cette conversation avec Carlo Ginzburg, que nous remercions d'avoir accepté le principe de Un cet plaisir. entretien. Comment? C'est un grand plaisir. Avec grand plaisir. Et le plaisir est vraiment très partagé. Cette conversation a été préparée avec Cécile Gribaumont, qui est directrice de la revue Incidence, qui est publiée par les éditions Quinet. Et elle va donc se dérouler avec Alfred Adler, ethnologue africaniste, et avec Patrick Lacoste, psychiatre et psychanalyste, qui sont tous les deux des membres très actifs de cette revue Incidence. Elle prolonge, il faut lire tout de suite, un dossier qui a été publié, je peux peut-être le montrer, dans le numéro 15 de cette revue, qui avait pour titre « Vérité, fiction, faire vrai ou dire juste ». Et c'est un dossier sous la rubrique Prisme. Peut-être que Patrick Lacoste nous expliquera tout à l'heure qu'est-ce que vous entendez par ce nom, cette formule. Un dossier qui est composé d'une part d'un document tout à fait exceptionnel, c'est la correspondance que Carlo a échangée avec Sebastiano Timpanaro, un philologue italien, correspondance qui se situe pour l'essentiel dans les années 1970, même si elle est prolongée un peu plus tard, et qui nous fait découvrir, pour moi ça a été une vraie découverte, c'est une composante tout à fait ignorée en France, je pense, de l'arrière-plan qu'il faut placer pour cet essai qui a été tellement commenté, tellement cité aussi, pour qualifier la spécificité des sciences humaines, cet essai de Karl aussi. Le second essai, le second texte, donc, reprend la question de la mise en abîme, un recadrage qui retrace la genèse de cette notion littéraire de mise en abîme et qui la met à l'épreuve d'un texte, d'un classique de la littérature italienne, la Divine Comédie, en reprenant une opposition qui est très très souvent commentée dans l'œuvre de Karl, sa distinction émique-éthique qui nous est familière pour nous anthropologues et pour les linguistes. Et d'autre part, il faut préciser que pour recentrer notre échange, Carlo Ginzburg a souhaité proposer 3 essais dont les lieux de publication montrent bien la diversité de ses interlocuteurs. Le premier qui est paru d'abord en anglais en 2012, puis qui a été repris en 2013 dans une revue d'histoire contemporaine italienne, mais en langue anglaise, qui est localisée à Florence. Un essai qui est disponible en traduction française, Nos mots et les leurs, une réflexion sur le métier de l'historien. Le deuxième essai, c'est Ethno dans la revue de socio-anthropologie, un essai intitulé Ethnophilologie, 2 études de cas, qui est paru en 2017 dans le numéro 36, qui était consacré aux manières de croire. Et puis, un troisième essai, je cite le titre en français, hein, Schème, présupposé, expérimentation en double aveugle, réflexion d'un historien, qui est paru dans une revue italienne, Mephisto, qui est consacrée à la fois à la médecine, à la philosophie et à l'histoire, numéro paru en 2017. Alors, le premier thème, je pense, de cette conversation on peut le centrer autour de cette manière de poser la question de la spécificité des sciences humaines dans les années 1970 à partir des contributions de Timpanaro et de la lecture qu'en a faite à ce moment-là Karl, puisque la correspondance qui est publiée dans ce numéro d'incidence a été publiée en italien en 2005 dans un volume d'hommage
à Sebastiano Timpanaro, et c'est une correspondance qui finalement vient compléter les deux autres correspondances qui venaient d'être publiées en 2001 avec Francesco Orlando, le spécialiste de la littérature française et un théoricien de la littérature d'une part, et puis une autre correspondance très importante avec le germaniste Cesare Cases. Et il y a un fil qui parcourt les trois relations par lettre que vous avez instaurées avec Timpanaro, c'est effectivement la question de la spécificité, de la scientificité de la psychanalyse. Ça, je pense qu'on va beaucoup en reparler. Et donc, d'emblée, Karl, pourrais-tu, parce que les lecteurs français, bien qu'il y ait eu une traduction d'une des œuvres les plus connues de Sebastiano Timpanaro, la méthode de Lachmann en philologie, qui est une histoire des différentes méthodes de la philologie, en fait, c'est un intellectuel qui est largement ignoré en France, et c'est le mérite de ce numéro de la revue Incidence de l'avoir de nous le faire découvrir, en fait. Donc, ma question est double. Pourrais-tu rappeler qui était cette figure, quelle importance elle a eu pour toi, qu'il a rencontré très jeune, en fait. Et puis, l'autre question, bien sûr, c'est comment tu relis maintenant ces positions extrêmement polémiques à l'égard de la psychanalyse. Oui. Merci, Giordana. Alors, lorsque j'ai rencontré Timpanaro à Pise, j'étais étudiant à l'école normale à Pise, j'avais 18 ans, lui en avait 34. Et je me rappelle que j'étais frappé, comme tout le monde, par son intelligence, par son prestige, par le fait que il ne faisait pas partie du monde académique. À l'époque, il enseignait dans une école professionnelle, dans un centre un peu éloigné de Pise. Ensuite, il est devenu correcteur de preuves et à Florence. Et alors, il y avait tout ça, et ensuite, il y avait, disons, son engagement politique à l'extrême gauche. Il y avait ces éléments. Et c'était vraiment, disons, quelqu'un qui s'imposait. Il avait une présence imposante, même si en même temps, il avait un souci d'écarter toute forme de hiérarchie avec n'importe qui. Il y avait c'était naturel chez lui, disons, une attitude égalitaire, disons, pas de hiérarchie, pas de pompe, oui. Alors, j'étais vraiment très impressionné par lui, mais disons que nos échanges intellectuels ont commencé lorsque j'avais quitté Pise, j'étais à Bologne, c'était en 1970, et il y avait des relations d'amitié entre nous, on échangeait des livres, des tirés à part, etc. Et j'ai reçu son livre Sul materialismo. Oui. Livre, et disons, j'étais très frappé par l'un des essais surtout, qui était sur, disons, le structuralisme et, disons, ce qui s'est passé dans disons, surtout en France. Il y avait une attention polémique à l'égard de la culture française et, disons, aussi une attention polémique à ce qui s'est passé, disons, en Italie dans le milieu marxiste. Il refusait, il rejetait tout compromis, disons, entre marxisme et psychanalyse, etc. Et lui, il se définissait matérialiste vulgaire. Alors, il y avait, disons, ce côté ironique, agressif. C'était Engels par rapport à Marx. Évidemment, il admirait Marx, mais il trouvait que la dette de Marx à l'égard de Hegel était trop forte et il soulignait, disons, son admiration et sa dette à l'égard d'Engels.
Bon, je veux dire que j'ai relu ce texte sur les structuralismes et mon attitude, presque 50 ans après, a changé. C'est-à-dire que j'ai compris jusqu'à quel point j'étais nourri par ces textes, mais maintenant je peux le lire à distance. Alors, j'ai lu il y a quelques jours un texte remarquable sur Timpanaro de Giovanni Gervis. Gervis, il était psychiatre et il avait travaillé avec Ernesto De Martino dans l'équipe qui avait mené l'enquête dans les Pouilles sur le tarantisme. Et Gervis, après la mort de Timpanaro, a tracé un portrait de lui qui est vraiment remarquable. Il a dit, bon, il y avait, disons, deux Timpanaro. Il y avait le philologue textuel, très agressif aussi, mais disons, il y avait aussi le Timpanaro engagé dans l'idéologie, etc., très soucieux oui, de l'idéologie. Disons, il s'est battu toute sa vie pour ce matérialisme vulgaire, on pourrait dire, il le disait. Alors, à mon avis, cette distinction entre les deux Timpanaro est tout à fait juste, mais il faut ajouter, et je crois que peut-être Gervis, je voudrais il faut que je les relis, mais peut-être il n'a pas vraiment remarqué ça. Il y a un texte où les deux Timpanaro sont, disons, il y a une interaction importante entre les deux. Et ce texte, c'est justement les lapsus freudiens. Or, je dois dire que ce que tu dis, Giordana, sur, disons, mon échange épistolaire avec Timpanaro, d'un côté me flatte, mais je ne peux pas partager ton jugement. Je pense que, disons, pour ce qui concerne mon essai, non, vraiment, cet échange épistolaire est important dans une autre direction. En tant que, disons, c'est l'ébauche, les premières ébauches du lapsus freudien, et on peut voir dans quelle façon Timpanaro travaille. Et pourquoi? Parce que j'avais lu ce texte sur les structuralismes et j'ai dit, écoute, j'ai beaucoup admiré ces textes, et pourtant tu dis que il n'y a rien de scientifique dans l'approche de Freud. Tu dis que Freud a été très important du point de vue politique au sens large, etc. Il a, disons, cassé les tabous sur le sexe, etc. Et pourtant, il n'y a rien de scientifique dans son approche. Alors j'ai dit, mais écoute, pourtant, la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est un grand texte, un texte scientifique. Et lui, il m'a répondu. Il m'a répondu en tant que philologue textuel. Et j'étais vraiment foudroyé par sa réponse, qui était très analytique. Il parlait de ce pavé, ce letterone qu'il avait écrit. Et pourtant, je pense que ce qui l'a poussé dans cette direction, disons, pour utiliser sa compétence spécifique de philologue, a été un souci qui était, disons, un souci idéologique, politique, etc. Alors, il y avait, disons, ce rapport, cette convergence heureuse dans ces textes. Alors, j'ai relu aussi les textes de Timpanaro que je trouve magnifiques. Magnifiques. Même si, à mon avis, disons, il va un peu au-delà. J'ai écrit à Timpanaro lorsqu'il a publié son texte. J'ai trouvé que, disons, un noyau scientifique dans ce livre de Freud existe toujours, même si. Alors là, il y a quelque chose de bizarre. Je pense que je suis, surtout dans ce moment, fasciné par ce qu'on appelle la cryptomémoire, la mémoire cachée, le rôle joué par la cryptomémoire dans la recherche, quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vraiment été analysé. Et je suis en train de réfléchir sur ça. Alors, je pense que dans, disons, ce que j'ai écrit à Timpanaro, disons, à propos de la psychopathologie de la vie quotidienne,
impliquait peut-être une cryptomémoire. Dans quel sens? Alors, les lapsus qui m'avaient frappé les plus, c'était les premiers, où le jeune homme juif cite une ligne de Virgile, mais en oubliant un mot, aliquis. Alors, Timpanaro avait passé sa vie en étudiant Virgile et la transmission de Virgile. Alors, peut-être il y avait, disons, une, un défi, et il a répondu à ce défi d'une façon magnifique. Non. Bon, alors je pourrais continuer, mais peut-être c'est déjà assez. Juste une remarque à propos de crypto-mémoire. Oui. Sur le matérialisme, je montre l'édition anglaise, je n'ai pas l'édition française, oui. Mais il a été traduit en anglais et largement commenté avec des publications d'extraits, etc. Et il y a une remarque, moi, qui m'a frappée à le lire maintenant, parce que pour moi, c'est une découverte récente, c'est cette idée qu'il peut y avoir une science de l'individuel. Et c'est précisément tout l'objet de ton essai sur les traces. C'est à ce niveau-là que, malgré les critiques qui font sursauter des lecteurs français sur Lévi-Strauss, Foucault, Lacan comme des charlatans, hein, l'expression est explicite dans ce texte de Timpanaro, mais dont on voit bien que ça s'adresse à une forme de diffusion dans les médias oui, même si à l'égard de Foucault, il a ajouté ensuite une note en disant que les derniers écrits de Foucault sont autre chose. Oui. Et bon, oui. Oui. Bon. Oui. Oui. Et, oui. Alors, je réponds à ta question. Oui, évidemment, ta question est importante. C'est-à-dire que, alors, dans cet essai sur les traces, j'ai ajouté une note à bas de page en disant que Timpanaro, et ça avait été l'objet de notre échange épistolaire, il avait dit que dans les explications individuelles, même chez les historiens, il y a un danger, disons, un risque d'être trop proche à la magie. Oui. Et alors, j'ai répondu d'une façon polémique dans mon échange, j'ai repris ça dans la note en disant que peut-être il faudrait souligner cet élément de divination dans les sciences historiques aussi, en tant que, disons, pour ce qui concerne ce souci de l'individuel. Ce que je rappelle, disons, dans la présentation de mon échange avec Timpanaro, il était déjà mort, c'est que lorsque j'ai répondu à son livre Les lapsus freudiens, j'étais en train justement de travailler sur un individu et il y avait une étude des cas. Et ce livre auquel je travaillais, c'était Les fromages et les verres. Alors, je n'ai pas mentionné ces livres. En fait, Timpanaro l'a lu et il a apprécié ces livres. Mais je pense que, si on veut, les soucis de l'individuel peut devenir aussi une étude des cas. Et je pense que la discussion que malheureusement je n'ai pas eue avec Timpanaro, c'était justement sur les études des cas en tant que, disons, genre qui est d'une façon intrinsèque lié d'un côté à l'individuel et de l'autre côté à une généralisation. Oui. Il y a, disons, le cas et la norme, et il y a aussi, et là aussi j'ai réfléchi beaucoup, il y a l'anomalie par rapport à la norme. Oui. Alors malheureusement, je n'ai pas pu discuter avec Timpanaro sur ça. Oui. Mais je pense que, et là j'ai envoyé un message à Muriel Pic, elle l'a reproduit dans ce numéro d'incidence. Oui. Alors j'ai dit, ce que je regrette, c'est que dans cette note où j'ai parlé dans mon essai du lapsus freudien de Timpanaro, je n'ai pas dit d'un côté qu'il faudrait distinguer entre la divination en tant que métaphore et la divination en tant que, disons, divination au sens littéral du mot.
De l'autre côté, j'aurais dû, et ça c'était crucial, j'aurais dû mentionner la preuve. En fait, j'ai réfléchi sur ça lorsqu'il y a eu, 20 ans après la publication de mon essai, il y a eu un séminaire à Lille, et là, j'ai réfléchi sur l'absence de la notion d'une discussion sur la preuve dans mon essai, quelque chose que je regrette beaucoup. Et le souci de la preuve est devenu pour moi tout à fait central. Quelques années après, disons dans les années 80, et même l'objet d'une série de conférences que j'ai données à Jérusalem, et ils ont été publiés en français avec les titres À distance. Quelle est la lecture? Comment vous avez reçu ces analyses de Timpana? Moi, la lecture que j'ai pu faire, je dois dire, c'était tout d'abord un premier sentiment dont je dirais que c'était un sentiment d'étrange familiarité ou plutôt d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que ça basculait entre les deux. Puisque, pour ma part, en 71, je commençais à lire Freud, je suis entré en analyse en 73, et je commençais à lire Freud et je n'avais pas encore lu tout ce que j'avais à lire. D'ailleurs, en français, en 71, l'œuvre complète n'était pas traduite, et même en allant chez différents éditeurs, on ne trouvait pas l'ensemble du corpus freudien. Ça c'est venu assez rapidement, et encore jusqu'en 86, où j'ai eu le plaisir que Gallimard me demande de traduire un des essais de la métapsychologie et de le commenter, qui avait été retrouvé dans la correspondance avec Ferenczi, donc qui s'appelle Vue d'ensemble des névroses de transfert. Et lorsque j'ai lu les premiers mouvements d'humeur, je dirais, puisqu'il y a il y a quand même quelque chose comme ça qui est à la fois une pensée très structurée chez Timpanaro, et quand même des mouvements d'humeur qui font que la question de l'usage du mot magie prend un tour extrêmement important et emphatique. Et alors, d'un point de vue historique, j'oserais dire, et même puisque nous sommes en rapport avec l'ensemble des réflexions de Carlo Ginzburg, qui est un des inventeurs, un des promoteurs de la question de la micro-histoire, et qui ramène la question du général vers le particulier. Enfin, je ne cite pas le dialogue du duc d'Auge et de Chapelain, des fleurs bleues, mais il y a quand même quelque chose là d'une espèce de jeu permanent entre l'histoire universelle en général et l'histoire générale en particulier. Et ce que je trouve absolument vrai et extrêmement intéressant, c'est précisément la position, même si à l'instant Carlo Ginzburg était en train de revenir un petit peu sur sa réaction, je dirais que sa première réaction en tout cas, je dirais que ce qui maintenant, avec le recul et avec un rapport au corpus freudien qui est, je crois, assez conséquent, et tout de même un peu plus de 40 ans de pratique de la psychanalyse, je vois les choses un peu différemment. Et je vois les choses différemment, surtout sur quelque chose que je trouve nécessaire de préciser. D'abord, il y a dans l'histoire des théories, il y a aussi une question de micro-histoire. C'est-à-dire que comment les théories se constituent, si j'ose appliquer le programme que propose Carlo Ginzburg, si la théorie se constitue, c'est parce qu'il y a des éléments épars, peut-être oubliés, peut-être disséminés, qui participent à la constitution de ce corpus théorique, surtout chez Freud, dont on a fait un digest souvent très important, c'est-à-dire des résumés, des abstractions parfois, des choses extrêmement lointaines par rapport au propos lui-même. On rencontre effectivement des choses qui ont participé, donc, et je reviens sur des éléments qui sont par rapport à ce qu'on peut appeler la micro-histoire de la psychanalyse,
il faut garder, me semble-t-il, au moins trois repères. C'est qu'il y a d'une part la naissance de la psychanalyse, c'est-à-dire la correspondance avec Fils, où se fonde le travail de réflexion de Freud, justement le fait que dans cette correspondance était joint le projet pour une psychologie scientifique, et deux éléments qui viennent ensuite, c'est-à-dire le projet pour une psychologie scientifique, lui, date de 1895, mais avant cela, Freud a écrit en tant que, c'est ce que dit l'éditeur, en tout cas, professeur de neuropathologie, il a écrit une contribution à la conception des aphasies. Et cette contribution à la conception des aphasies, qui lutte contre la théorie des localisations cérébrales, qui est en même temps quelque chose qui cherche comment établir ce qu'il appellera à la fin de son travail le schéma psychologique de la représentation de mots. Il fait un schéma dans lequel il y a une zone qui est fermée, c'est la représentation de mots, et une zone qui reste ouverte, c'est la représentation de choses. Et ça donne assez à penser parce que je vais m'en expliquer, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans une démarche extrêmement heurtée, beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que Freud n'a cessé de reprendre ses idées, n'a cessé de les modifier aussi, mais aussi de les continuer. Et l'idée, le mot magie a une histoire dans ces reprises qui est tout à fait remarquable. Alors, je vais me permettre d'en indiquer un petit trajet qui est placé sous ce que je dirais sa devise. La devise qu'il communique à Fils dans sa correspondance, c'est une devise qui tient en trois mots. C'est sa méthode de travail et il ne cessera de revenir aussi dans d'autres correspondances privées qui sont à disposition maintenant. Il ne cessera de revenir sur cette devise. C'est-à-dire, il y a trois mots, trois verbes. Le premier, c'est deviner ou soupçonner. Donc, ça rejoint en quelque sorte la question de l'indice. Ça rejoint ce que Carlo Ginzburg a démontré et mis en rapport avec le Freud de Sherlock Holmes. Enfin, toutes ces questions. Deviner, c'est quand même se mettre à l'étude du détail et de la chose qui n'apparaît jamais. C'est une évidence, mais bon, c'est la lettre volée, si vous voulez, mais c'est une évidence qui ne vient au jour que si on apporte le regard pour lui donner le jour suffisant. Donc, deviner, c'est le premier mot. Le second, c'est traduire. Et le troisième, c'est imaginer. Alors, imaginer, je me permets de dire, bon, les trois mots sont en allemand erraten, übersetzen, fantasieren. Et fantasieren, bon, c'est effectivement quelque chose qu'on peut aussi traduire, mais beaucoup plus tard, par fantasmer. Bon. Donc, il y a aussi dans la lecture, dans le travail intellectuel, un rôle qui est réservé en quelque sorte à cette position, et c'est le rôle de la créativité, c'est le rôle de ce qui fait que l'expérience de la psychanalyse, qui est une situation bien particulière, qui n'admet pas de tiers, comme Freud l'a souvent répété, cette situation qui n'admet pas de tiers n'aurait pour témoin, en quelque sorte, que ceux qui peuvent en parler, et qui donc ont vécu cette expérience. Et du coup, on se rend compte que, évidemment, les critiques sont très partagées, mais très souvent, les gens qui en parlent sont des gens qui en parlent de loin. Et ça ne veut pas dire que ça ne les autorise pas à en parler, évidemment. Mais ce que je voudrais rapporter surtout, pourquoi Timpanaro utilise la magie contre la scientificité. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où s'installe ce que j'oserais appeler une religiosité scientifique. C'est-à-dire que le mot science, l'adjectif scientifique, peut aussi faire l'objet d'une sorte de religion, de soumission, de protection, enfin, que la vulgarisation a repris et qui ne cesse d'envahir les publications les plus triviales. Bon. Pardon. Et cette religiosité scientifique, elle est évidemment à l'affût
de tout ce qui peut se présenter. Je ne dis pas que c'est le cas de Mandaro, puisque son rapport au matérialisme, je ne le prends pas pour une religiosité. Enfin, les inventeurs du matérialisme n'ont pas cessé de lutter contre la religiosité, mais quand même, le problème, c'est que la religiosité ne se laisse pas faire, c'est-à-dire que toutes les théories peuvent devenir des dogmes, on le sait bien. Et lorsque on en vient à l'usage de la magie, pour critiquer, il faut se poser la question de est-ce que Freud a quand même utilisé des termes de magie qu'on ne retrouve justement pas là où Timpanaro porte sa critique, c'est-à-dire au niveau des exemples qu'il donne, Aliquis et l'autre exemple sur Signorelli, Boltrafio, etc. Bon, tout ça, c'est une question qui est reprise tout à la fin de la psychopathologie de la vie quotidienne, où il y a un chapitre qui s'appelle quand même déterminisme, croyance, superstition, etc. Donc, oui. Où il est question de préciser en quelque sorte le rapport à la tentative qui est de transposer la métaphysique en métapsychologie, c'est-à-dire faire un travail de transposition mais aussi de traduction. Et si je suis trop long, vous m'arrêtez, enfin je ne sais pas. Non. Donc ce travail de transposition, il est au départ justement aussi, il prend pour exemple le regard acéré du paranoïaque, c'est-à-dire celui qui est habitué à utiliser une logique qui est totalement à côté de la logique, qui pour cette fois, en tout cas pour l'exemple qu'il donne, serait utilisable au sens où c'est vrai qu'il voit le détail beaucoup plus que l'ensemble et qu'en voyant le détail à un tel point qu'il en fait une fausse logique, il passe à côté de l'ensemble. Mais ce que devrait faire l'analyste, selon Freud, d'après ce que je comprends, c'est toujours sous réserve de ce qu'on a pu comprendre de la théorie, mais c'est aussi sous réserve de ce qu'on a pu expérimenter dans la cure et dans la clinique, c'est précisément quelque chose qui amène à penser à tous ces moments où Freud a utilisé le mot magie. Et ça commence très tôt. Ça commence justement en 1890, donc avant tout ça, où il y a un petit article qu'au moment où il revient de Paris, il commence à pratiquer l'hypnose et puis il commence à se détacher de l'hypnose et il écrit un petit article qui s'appelle « Traitement psychique, traitement d'âme ». Et dans cet article, il dit ceci, qui sert de repère d'une certaine façon, c'est-à-dire, c'est pas qu'il parle de la magie en tant que système, où ça viendra, mais il parle du mot. Et quand il parle du mot, il dit les mots de tous les jours, je cite, ne sont que magie devenue pâle. C'est-à-dire quelque chose qui a perdu son pouvoir d'évocation, qui a perdu en tout cas, même on pourrait dire le mystère ou le côté énigmatique que ça pouvait avoir. Mais justement, ce côté énigmatique et ce mystère, on le retrouve dans le rapport de l'enfant à l'acquisition du langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de penser à l'acquisition du langage et à la fonction de la parole chez l'enfant, autrement que par quelque chose qu'on ne traite pas assez comme un miracle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui est quand même très peu équipé au niveau cérébral est en mesure d'apprendre à parler. Je pose simplement cette question qui est colossale, me semble-t-il. Bon, il est en mesure d'apprendre à parler. Bon. Et ensuite, une fois qu'il sait parler, puisque maintenant la neurologie nous apprend, les recherches neurologiques nous ont appris qu'il apprend à parler, mais il apprend aussi à se souvenir à partir du moment où il dispose de la possibilité de raconter son souvenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, avant justement, il n'y a que des traces, il n'y a que des traces mnésiques, il n'y a que des choses qui sont des ébauches, des choses qui peuvent se perdre, qui peuvent être oubliées, etc., mais qui peuvent surgir n'importe où, n'importe quand, dans la vie, dans la parole, dans l'histoire, etc., dans la répétition névrotique. Donc, le fait que Freud souligne cette question du mot qui perd sa magie suppose qu'il y en a eu une, qu'il y a eu des mots magiques et que ces mots magiques, ils auront un destin. De ce fait, la fois où, et c'est le sentiment, je reviens vers le sentiment d'étrange familiarité
que m'a posé la lecture de la lettre de 1971, c'est le fait que je découvre dans cette histoire de la magie quelque chose qui me ramène, moi, à ma lecture et qui me ramène au fait que dans les années 80, j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont la question sans connaître évidemment le travail de Tim Panaro, ni d'ailleurs tellement d'autres choses sur la magie, sauf la position de Lacan qui, en introduction au discours de Rome, fonction et champ de la parole en psychanalyse, met en garde sur le fait que le psychanalyste doit se méfier de ce qu'il est porté lui-même à prendre son action pour magique. Et qu'il y est porté évidemment par rapport à l'investissement transférentiel et par rapport le plus souvent à un investissement transférentiel qui est initial, enfin, très brutal, très commençant. Et lorsque il commence à parler de la magie d'une autre manière, enfin là je vais tout à fait presque en fin de parcours, c'est en 1926, dans la question de l'analyse laïque ou profane, enfin, il utilise les deux termes, puisque c'est au moment où on fait un procès à Theodor Reich parce qu'il aurait pratiqué la médecine de façon illégale, puisqu'il n'est pas médecin, donc c'est la question des rapports entre psychanalyse et médecine. Freud a toujours dit que lui ne se sentait pas médecin, et puis il faut se souvenir que lui est un homme qui se destine essentiellement à la neurologie, et c'est pour ça qu'il va chez Charcot, et c'est pour ça qu'il découvre que Charcot s'occupe de l'hystérie et n'est pas seulement lié à la question de la neurologie. Et avec la neurologie, il y a le fait que, et là je reprends un élément biographique que Carlo Ginzburg a bien voulu livrer dans un entretien que j'ai vu sur Internet, c'est le fait que Freud est un homme de microscope. C'est-à-dire, je parle du fait que Carlos Ginzburg raconte que son grand-père, qui était un scientifique, l'a amené dans son laboratoire et lui a montré le microscope, et qu'en essayant de regarder au microscope, il ne voyait rien. Bon. Et cette question de la microscopie, cette question même de l'histologie, a une fonction extrêmement importante. Donc, je reviens sur ma lecture de la question de l'analyse laïque pour défendre la psychanalyse et notamment pour défendre une psychanalyse qui ne serait pas une pratique estampillée par la médecine. Freud met en scène un dialogue. Ce dialogue, il l'a eu réellement, on l'apprend dans la correspondance, puisqu'il a eu beaucoup d'entretiens avec un physiologiste qui s'appelait Düring, qui était membre du conseil de la médecine à Vienne, et que ce physiologiste lui a posé beaucoup de questions au moment de ce procès. Et il raconte que, bien entendu, il met en scène le fait qu'un interlocuteur impartial, et il dit d'ailleurs dans la correspondance que Düring était un interlocuteur particulièrement impartial, donc il utilise le même qualificatif, un interlocuteur lui a demandé « mais qu'est-ce qui se passe dans l'analyse ?» Et Freud répond une phrase où il dit « ils parlent ensemble, rien d'autre ». Ils parlent ensemble, et l'analyste donne rendez-vous au patient, le patient s'allonge et il se met à parler, et l'analyste l'écoute. Et Freud ajoute, dans cette mise en scène par écrit, il ajoute que, oui, mais le regard de l'interlocuteur devient un petit peu étonné, morose même, et un peu méprisant, parce qu'il ne se passe que ça dans l'analyse. Et Freud ajoute, oui, bon, bien sûr, words, comme dit Shakespeare, il fait appel à Méphisto, on ne se paye que de mots, etc. Et puis ensuite, il commence à dire, oui, c'est de la magie, si on veut, mais il ajoute, une magie aussi lente perd le caractère du merveilleux. Et là, il fait en quelque sorte un éloge un peu rapide, mais qui sera repris plusieurs fois dans d'autres termes, un éloge de la lenteur concernant le rapport à la démystification ou le fait que la lenteur du processus va atténuer les effets de la magie, va récupérer la magie pour la restituer d'abord à la parole et ensuite pour que l'analyste puisse restituer cette toute-puissance de la pensée, qui est un des éléments
fondateurs du rapport de Freud à la théorie du développement, la toute-puissance de la pensée, l'investissement hallucinatoire du souvenir de la première satisfaction, et évidemment quelque chose qui fait que à plusieurs reprises, il va signaler, je ne vais pas entrer dans toutes les citations qu'il fait de la question de la magie, mais dans l'usage qu'il fait du mot magie, il se passe quelque chose qui est très exactement en rapport avec les deux pôles qu'il, à l'opposé en quelque sorte, et tardivement, qu'il opposera à ces trois mots qui lui servent de devise, donc deviner, traduire et imaginer. Il va justement dire que ces mots amènent à considérer que la magie, elle peut ressurgir n'importe quand, n'importe où, dans la parole, dans l'histoire du sujet, dans la pensée magique, dans la croyance, dans les investissements qui peuvent le protéger de son angoisse. Bon. Et cette chose-là, elle est évidemment, elle indique autre chose que la question de l'analyse du lapsus, auquel, bon, je dois vous dire, moi je suis tout à fait convaincu de l'analyse de Timpanaro, mais je ne suis pas convaincu de son usage de la magie pour critiquer, parce que justement, à plusieurs reprises, et je vous dis, on peut faire un défilé des moments, puisqu'il va même parler de la sorcière métapsychologie en 1915, il va parler du bloc-notes magique en 1925, il va parler du fait que dans Totem et Tabou, entre-temps, il s'est situé, même si, mais moi je ne me situe pas par rapport à la question de la validité ou pas de Fraser, mais il va dire, mais il faut bien remarquer que l'animisme est un premier système intellectuel et que ce système intellectuel, il utilise des rapports de similitude et de contiguïté qui font toute la question, bon, ça a aussi repris chez Lacan, métaphore, métonymie, etc., la question de similitude et contiguïté va jouer au cœur du langage. Et c'est au cœur du langage que Freud interprète les lapsus. Et les lapsus, enfin je dis les lapsus, on devrait dire les lapsis, mais il se trouve que en interprétant comme ça, il ne fait que suivre le mouvement de la personne qui parle, c'est-à-dire on ne peut pas rectifier par rapport comme s'il n'y avait que Freud qui était en cause, si vous voulez. Et si c'est pris dans un fil associatif, puisque le point de départ d'Aliquis, par exemple, c'est qu'il a oublié un mot, donc on ne peut pas se situer dans l'analyse par rapport à une citation inexacte, puisque la question de l'exactitude ne se pose pas. C'est-à-dire, tout simplement, l'analyste à l'intérieur de la séance, il doit être attentif de son attention égale en suspens, et il n'est pas là pour porter un jugement. Et en particulier, il doit se méfier des investissements intellectuels qu'il peut faire dans l'usage notamment de citations ou de choses qui sont des discours extrêmement structurés. Voilà. Et donc et tout de même, à plusieurs reprises, il dira la magie, jusqu'en 1938, il dira la magie, n'oublions pas, la magie est le précurseur de notre technique. C'est-à-dire que la technique magique, la question du rapport à la similitude et à la contiguïté, la façon dont c'est manipulé, c'est quelque chose qui fait partie des fondements même de la technique psychanalytique. Je ne sais pas si, Carlo, tu veux réagir. Oui, je suis ébloui et très reconnaissant pour la richesse de l'intervention de Patrick Lacoste. Je voudrais ajouter quelque chose. Justement, vous avez mentionné les échanges entre Freud et Fliess. Et alors, je me rappelle, et là, on n'est pas, disons, du côté de la magie du point de vue émique, mais plutôt du côté de la magie du point de vue éthique. C'est-à-dire, il y a cette remarque extraordinaire où Freud dit « Je suis surpris par le fait que les aveux de patients sont si semblables aux aveux des sorciers et des sorcières lorsqu'il était interrogé par les juges et les inquisiteurs. » Alors, je dois dire que là, il y a quelque chose qui j'ignorais, je crois,
ce texte lorsque j'ai discuté avec Timpanaro, mais je l'ai cité ensuite. Et justement, il y a quelque chose qui me frappe, dans le sens que Freud est très conscient du fait qu'il y a la possibilité que le psychanalyste va trouver quelque chose qu'il cherche au-delà, disons, des résistances du patient. C'est-à-dire quelque chose qui fait partie des critiques de Timpanaro. Et Freud a été très conscient. De l'autre côté, il y a cette relation entre, disons, les juges et les sorciers et les sorcières d'un côté, de l'autre côté, les psychanalystes et les patients, qui implique quelque chose qui, pour l'historien, est troublant. C'est-à-dire qu'il y a des documents et évidemment, disons, ce que Freud dit sur ses échanges avec les patients est toujours fragmentaire, ça c'est évident. Et pourtant, on pourrait poser la question, est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ce que l'inquisiteur, entre guillemets, nous dit? Est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ce que Freud nous dit de ses échanges avec les patients? Il y a là un problème des documents, je pense, et le problème de lire Freud en mettant Freud en perspective. Et c'est-à-dire que, disons, et là on revient à la dichotomie éthique-émique, mais on va parler de ça. Merci beaucoup, encore une fois. Si vous permettez d'ajouter un mot, oui. Il y a par exemple un passage qui fait partie de la théorie, mais qui fait partie aussi de l'usage de son propre matériau psychique et de rien d'autre. Ce n'est pas un patient qu'il cite. C'est pas de même que dans beaucoup de rêves de l'interprétation des rêves, ce sont ses propres rêves. C'est d'ailleurs le conseil qu'il donne à Eduardo Weiss lorsqu'il s'agit de traduire l'interprétation des rêves. Il est gêné par la traduction des rêves, il lui dit, mais utilisez vos propres rêves. Et Weiss recule, il dit, ah non, ça, je ne peux pas faire ça. Bon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le moment où il s'intéresse, pour rejoindre la question éthique-émique, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au moment où il utilise le souvenir écran, le souvenir de la prairie aux fleurs jaunes. Bon, il dit à ce moment-là, c'est ce qui va décider de la fonction écran du souvenir, que je préfère appeler, comme d'autres, le souvenir de couverture, c'est-à-dire c'est un écran au sens de ça cache quelque chose, c'est pas une chose qui le fait voir, mais en même temps, ça a ce double sens, comme beaucoup de double sens des mots. Hein. Quand j'utilise inquiétante étrangeté ou étrange familiarité, il y a deux sens, il y a deux mots pour un sens, mais deux sens quand même. Bon, c'est compliqué ça. Bon, de la même façon qu'il avait déjà travaillé sur Karl Abel, sur les mots primitifs, qui utilisaient un seul mot, mais qui était fait de deux mots, qui utilisaient un accent sur quelque chose, sur l'un des deux pour ne signifier qu'un des deux. Bon, c'est peut-être, même si Benveniste le cite, c'est peut-être un très très court moment de la philologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très, très content de vous avoir entendu aussi parler du fait que vous citez Jacobson, et qui dit la philologie, c'est lire avec lenteur, lentement. Hein. Bon, et je pense que c'est exactement ce que Freud veut dire avec la magie lente. La question, c'est qu'il faut savoir écouter lentement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter sur les significations. Alors, je reviens sur la question du souvenir écran, juste pour noter une chose. C'est que lorsque Freud raconte le souvenir de la prairie aux fleurs jaunes, où c'est son enfance, c'est un souvenir d'enfance, et il dit ce qui signe la fonction écran du souvenir, la fonction écran qui recouvre, c'est-à-dire que c'est un souvenir qui en cache un autre, c'est dans le souvenir la position du moi en tant qu'observateur. Ouais. Bon, je crois qu'on... Oui, pardon, Carlo, tu voulais... Petit détail, c'est vrai, Jacobson donne cette définition de la philologie, mais en fait, j'ai découvert, c'est pas lui, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Lorsqu'il était encore un philologue, pas encore un philosophe, et dans la leçon inaugurale qu'il a donnée à Bâle, il a dit la philologie, c'est l'art de lire lentement. Merci.
Alors, on se tourne peut-être vers Alfred Adler maintenant. Ce qui me frappe dans les trajectoires de Carlo Ginzburg et dans la tienne, c'est dans les années 70, vous vous intéressez avec la même passion, je crois, à la psychanalyse, au structuralisme et à la question de renouveler le marxisme. Et dans le petit groupe que tu as souvent évoqué lorsque tu évoques la manière dont tu es devenu ethnologue, hein, il me semble que précisément, il serait intéressant de comparer vos trajectoires à partir de ces mêmes interrogations tout à fait cruciales pour vous dans une génération très proche. Comment le fait de choisir l'ethnographie, l'ethnologie plutôt que l'histoire a dessiné des trajectoires parallèles qui dialoguent entre elles, mais qui sont tout de même peut-être différentes aussi. C'est un peu le sens de ma question. Ben, je répondrai à ta question d'abord en disant qu'effectivement, en lisant la correspondance entre Carlo Ginzburg et Tim Panaro, j'ai eu le sentiment un peu d'un air de famille. Il y avait beaucoup de choses qui étaient communes dans les discussions sur le marxisme, le matérialisme, est-ce qu'il faut lire le Marx de la jeunesse. J'ai eu le plaisir d'appartenir à la génération qui a découvert les premières traductions du manuscrit de 1844 qui montrait un Marx très différent du Marx de la maturité, surtout du Marx de la préface et des premiers chapitres du Capital. Il y avait une espèce d'affirmation massive de son matérialisme, donc on avait affaire à quelque chose qui allait, je dirais même assez violemment, à l'encontre de la première formation qui était la nôtre, je veux dire la formation philosophique qui avait été induite chez nous, je dis les quelques camarades dont tu parles, Michel Cartry, Lucien Sebag, Classe, etc., par la lecture de Sartre et de Merleau-Ponty, avec lesquels on avait un contact direct. Ensuite, on suivait les cours à la Sorbonne, les cours de Jean Hippolyte sur la phénoménologie de l'esprit, des cours sur l'histoire de la logique, sur la science de la logique, qui était un petit peu plus abstrait, plus complexe. Mais disons, le débat, ce n'est pas du tout histoire, je veux dire ethnologie, histoire, le débat, c'est philosophie. La formation qu'on a reçue était une formation vraiment dominée par les cours des philosophes que nous suivions. Merleau-Ponty, Hippolyte, Alquier, enfin, Jankélévitch, Bachelard, etc., les professeurs qu'on avait à cette époque-là, c'est-à-dire entre les années 53, parce que j'ai commencé ma licence, 52, mais 52 c'était la première année, et jusqu'au moment de la préparation à l'agrégation. Et le virage s'est fait sur, je me souviens très bien, d'une conférence de Merleau-Ponty, qui était venu voir le petit groupe de philo que nous étions, comme une espèce de groupe culturel à l'intérieur de la masse des étudiants de philosophie à cette époque-là, à la Sorbonne. Merleau-Ponty était venu nous parler et nous signaler qu'il y avait à côté, nous sommes à la Sorbonne, et de l'autre côté, il y a le Collège de France. L'escalier E. Pardon ? Ah non, je pensais l'escalier E de la 5e section. Non, pas du tout. Donc, l'arrivée de Lévi-Strauss. Et alors, on avait tous lu, grâce au temps moderne, les bonnes feuilles de Triste Tropique, qui nous avaient terriblement touchés. Et on attendait avec impatience l'apparition libre. Et d'autre part, aussi bien l'influence du militantisme communiste que alors là, je ne veux pas rentrer trop dans le côté personnel des choses, enfin disons, c'est la rencontre avec Félix Guattari quand on était déjà en propédeutique
donc en 1951-52, qui nous a rapprochés d'une personnalité qui était en train d'apparaître dans le champ culturel français, c'est-à-dire Lacan. Et d'autre part, on fréquentait la clinique de Jean Houry, la clinique de la Borde. Par conséquent, il y avait des influences multiples. Et je veux dire, ce qui était dominant, c'était effectivement l'école, qui n'était pas encore l'école lacanienne, parce que l'école lacanienne sera constituée un petit peu plus tard. Et d'autre part, l'attraction qu'exerçait sur nous, d'un petit peu loin, la pensée de Lévi-Strauss. Donc, je dirais, le tournant s'est fait par une espèce de comment dirais-je, pas de dédain, mais quelque chose qui ressemble un peu à du dédain par rapport à l'exercice de la philosophie tel qu'il se présentait à nous et dont la direction aurait été tout simplement d'être prof de philo, et d'autre part le fait qu'il y avait de l'autre côté quelque chose qu'on peut appeler tout simplement une aventure qui soit non seulement une aventure intellectuelle, mais une aventure, disons, je mets le mot entre guillemets, une aventure réelle en partant sur le terrain. Voilà. Donc les choses se sont passées comme ça. Puis alors, pour dire un mot seulement sur la correspondance entre Carlo Ginzburg et Timpanaro, j'ai dit qu'il y avait un air de famille et puis aussi un grand exotisme, c'est-à-dire, je te l'ai dit, je crois en privé plusieurs fois, notre ignorance à peu près totale de la vie intérieure culturelle de l'Italie. Oui. Totale. Oui. Aussi, il y avait peut-être Bastide qui avait dû nous parler de Martino, mais c'était un nom bon. Puis il y avait cette histoire du culte de la tarentule, etc., des danses de possession. Mais enfin, c'était quelque chose d'extrêmement lointain, puisque dans l'ethnologie, pour nous, ne pouvait être que l'ethnologie, disons, en territoire exotique, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Donc, le problème pour nous, c'était vraiment de nous préparer à une expérience tout à fait nouvelle. Et par ailleurs, je m'en excuse devant Carlo Ginzburg, il y avait chez nous, je dois le reconnaître humblement, une espèce de sentiment un petit peu, j'emploierais le même mot, un petit peu de dédain, parce que lorsque nous allions en Italie, je pense aux conférences qui étaient organisées à Milan par quelqu'un Enzo Pacci. Pardon? Enzo Pacci. Non, c'était des conférences de psychanalyse. De psychanalyse. Oui, mais qui étaient très connues à l'époque, enfin, qui étaient un petit peu... Verdiglione. Verdiglione, oui. Verdiglione. Alors, dans les deux domaines, le domaine de la psychanalyse et le domaine de l'ethnologie, on avait l'impression qu'il y avait énormément, parmi les jeunes, enfin les intellectuels italiens, une polarisation vers ce qui se faisait à Paris. Donc on s'est dit, bon, on allait un peu en Italie comme en terre conquise, comme en terre coloniale, quoi. Bon, c'est bien que c'est une impression tout à fait illusoire. C'est plus tard, ça, non? C'est pas plus tard. C'est dans les années 60, 60. Oui. Oui, je ne suis pas dans une chronologie. Oui. Mais Pardon, Verdiglione, c'est plus tard. C'est-à-dire? Je me permets de vous le dire parce qu'il se trouve que, effectivement, c'est la fin. On a reçu, oui, c'est la fin, c'est plus que la fin, parce que ce qu'il a appelé la Renaissance italienne, de manière un peu emphatique, moi j'ai été invité par Verdiglione en janvier 80. Oui, c'est ça, oui. Donc, je pense que ça n'a pas duré très longtemps après. Donc, c'était plutôt entre le 75 et 80 que Verdiglione. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous interrompre pour une précision. Non, mais vous avez raison. J'ai un souvenir très net de ce système. Vous avez assisté à des réunions à Milan aussi. Oui, c'était à Milan. Jean Houry qui venait régulièrement. Oui, ça a été publié dans la petite collection 10-18, je crois, ces rencontres. Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça. Oui. Carlo, tu voulais intervenir à propos de Verdiglione? Oui, Ou- non ou- pas à propos de Verdiglione, mais peut-être je peux dire quelque chose. J'étais, disons, très impressionné par ce que Alfred Adler était en train de dire sur la découverte de Lévi-Strauss. Alors, disons, dans la province italienne, euh, et disons, en tant que colonisé, entre guillemets, je me rappelle lorsque mon ami Giulio Lepski, qui est cité très souvent par Timpanaro, Timpanaro, oui. on était amis, tous les trois, il était un peu plus vieux que moi. Alors, en 1959, il m'a donné à lire Anthropologie structurale. Et j'ai commencé à lire, j'avais commencé à travailler sur les sorcières et les procès de sorcières, et j'ai lu Les sorciers et sa magie. Et je me rappelle le choc. C'était vraiment, alors vous avez utilisé les mots exotisme. Évidemment, pour moi, c'était l'exotisme à l'état pur. C'était un autre monde. Et j'étais vraiment très, très impressionné. Et je dois dire que, alors, en réalisant Timpanaro, j'ai pensé que il y a quelque chose qui nous a séparés. C'est-à-dire que j'ai été fasciné depuis longtemps par la figure de l'avocat du diable. Tandis que Timpanaro, non. Pour lui, l'avocat du Il n'y diable a pas n'existait pas. Alors, pour moi, Lévi-Strauss a été pendant des décennies l'avocat du diable. Dans le sens que ce qu'il écrivait sur l'histoire et même contre l'histoire en tant que discipline, c'était quelque chose de troublant, fascinant, très riche, un défi. Justement, un défi lancé par l'avocat du diable. Merci. J'ai été convoqué à cette conversation, ce petit colloque, en tant qu'ethnologue. Donc, je vais parler là vraiment en tant qu'ethnologue. Et j'ai été très intéressé par le texte qui est intitulé Microhistoire, enfin c'est un texte en anglais, Microhistory and World History. C'est là que vous invoquez la fameuse formule de l'ethnologue anglais, du célèbre anthropologue anglais, Evans Pritchard. En anthropologie sociale, dit Evans Pritchard, et je me souviens que cette formule, je l'avais apprise en commençant mes études d'ethnologie chez Ballandier, qui était très proche de Evans Pritchard dans les années 60, alors là c'est même 61 exactement. En anthropologie sociale, il n'y a qu'une seule méthode, la méthode comparative, et c'est impossible. La formule d'Evans Pritchard est une formule à la fois de modestie, une formule, disons, juste, et en même temps teintée d'humour anglais. Parce que, je veux dire, quand il dit la méthode comparative est impossible, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que font réellement les ethnologues. Alors là, je vous demande simplement quelques minutes, 2-3 minutes. Oui, mais prends ton temps. Non, parce que je vois que le temps tourne. Pour esquisser simplement, disons, le tableau de l'œuvre, de manière très grande ligne, de l'œuvre d'Evans Pritchard. Qu'est-ce qu'a fait Evans Pritchard? C'est un des grands ethnologues de terrain. Le premier terrain, donc c'est la monographie de terrain. Le premier terrain qui a été celui d'Evans Pritchard, ça a été aux confins du Soudan et de ce qui sera la République centrafricaine, c'est-à-dire la RCA, qui était à l'époque le territoire français, colonial français de Lubangui-Chari. C'était le travail sur les Andés, oracles, magie, etc., chez les Andés. C'est à la fois une étude absolument minutieuse, un gros bouquin de 400 pages sur toutes les pratiques, toutes les formes de la magie et de la divination qui sont strictement indissociables. Et là, je regrette, je dis ça aussi à propos de ce qu'a dit Patrick Lacoste, c'est que à propos de la magie, je veux dire, il faut quand même faire référence à la discipline dont la magie est l'objet, un des objets essentiels,
puisque magie et religion, religion ou magie, d'ailleurs la distinction entre religion et magie, je défie n'importe quel ethnologue pour être absolument catégorique dans ce domaine. Donc, il a étudié les différentes formes de divination, les différentes formes de magie et leur signification dans la vie sociale, qui l'a conduit à quoi? Qui l'a conduit à une réflexion de caractère général et qui, aujourd'hui, 70 ans après, est encore un ouvrage de référence sur la notion de causalité. Je veux dire, vous ne pouvez pas lire un livre d'ethnologie ou un livre de sciences humaines sur la notion de causalité quand on cherche à savoir ce que serait primitivement, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire en remontant le plus loin possible et en allant vers les populations réputées être encore au stade primitif, même si le terme est complètement banni du langage moderne de l'anthropologie, remplacé par premier qui a aucun sens. Vous avez une référence à cette notion de causalité telle que Evans Pritchard l'a extrait de l'ensemble de ses études sur la magie, la sorcellerie, en tant que c'est une recherche, que ça répond à une recherche de la cause. Il y a une grosse pluie, il y a un bardeau d'un grenier qui vous tombe sur la tête et vous êtes gravement blessé ou vous êtes mort. Le problème, ce n'est pas de savoir qu'un poids d'une certaine grandeur tombant sur la tête peut vous tuer, c'est le fait que ce soit vous qui êtes passé à ce moment-là, à cet endroit, qui avez reçu cette barre, cette poutre de bois sur la tête. Donc, bon, c'est très grossier la manière dont j'en parle, parce que sinon, on peut écrire des volumes là-dessus. Mais disons, il y a une réflexion sur la causalité, et à mon avis, qui peut tout à fait se comparer aux réflexions qu'on trouve, même chez Aristote, sur la notion de cause. Bon. Le problème des sciences humaines, des sciences sociales, n'ont d'autre méthode que la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire en ce cas-là? Je veux dire, que veut dire elle est impossible? Ce qui veut dire d'abord, et puis je prendrai ensuite un autre exemple beaucoup plus parlant, ce qui veut dire, c'est que le problème pour les Anglais, c'est ce qu'on a appelé le fonctionnalisme ou le structuralo-fonctionnalisme, c'est-à-dire il fallait absolument qu'ils puissent marier ensemble, faire converger une analyse de structure et une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire comprendre tous les rouages de la société en tant qu'ils composent un ensemble qui permet justement à la société si on passe l'expression, de persévérer dans son être. Bon. Donc, si vous voulez, le fonctionnalisme, dans ce sens-là, s'oppose à la comparaison. Ce qui est vrai des Azandés du Soudan oriental est vrai des Azandés. Maintenant, mon ami Éric de Dampierre a fait une étude sur les Nzakara, qui sont les voisins et qui appartiennent à la même ère linguistique et culturelle que les Azandés, font des choses qui sont un peu du même ordre, mais qui ne sont pas les mêmes. Dampierre a écrit d'une manière tout à fait remarquable « Penser au singulier », qui converge avec la pensée d'Evans Pritchard, mais fondée sur des faits qui sont assez différents. Les Nzakara ne sont pas des Azandés, les Azandés ne sont pas des Nzakara. Donc, ce fonctionnalisme-là interdit de donner, disons, une portée trop vaste à la notion de comparaison. Qu'est-ce qu'a fait ensuite Evans Pritchard?
il est parti toujours dans le même Soudan anglo-égyptien, qui était le Soudan colonial, des années 20 et des années 30. L'étude chez les Azandais se fait en 1927-1929, et ensuite il passe chez les Nouers, qui sont dans la zone nilotique, en plein dans la haute vallée du Nil. On les appelle d'ailleurs ethnologiquement des nilotiques. Alors, il étudie les Nouers. Je pense que les monographies de Van Pritchard sur les Nouers sont parmi les ouvrages les plus célèbres de la littérature ethnologique. Même chose. Il se plonge entièrement, pendant 1 an, il ne bouge pas. Il se plonge dans la société Nouer, et c'est là qu'il nous dit cette fameuse phrase: si vous n'avez pas de vaches, vous ne travaillez pas chez les Nouers. Chez les Nouers, comme les Français disent, c'est la plaisanterie que fait Van Pritchard, comme les Français disent chercher la femme, les Nouers disent chercher la vache. Bon, c'est une société où c'est l'élevage des bovins qui domine la vie économique et sociale. Quand je dis la vie économique et sociale, je dis bien les deux choses, puisque sociale en ce sens que c'est par des transferts de bétail que se font les mariages. Donc c'est un des éléments essentiels de la vie sociale, les règles et la pratique des échanges matrimoniaux chez les Nouers. Première monographie, les Nouers, étude d'une société nilotique vivant dans un milieu écologique particulier, qui est marqué par la dualité des saisons. Il y a une société Nouer de la saison des pluies, il y a une société Nouer de la saison sèche. Bon, il va très loin, il a une description extrêmement détaillée qui fait autorité dans ce domaine-là. Bon. Et ensuite, il consacre un livre, Parenté et mariage. Et ensuite, un 3e livre, qui est un livre essentiel, qui est le plus gros des 3, qui est l'étude de la religion des Nouers, et qui est une religion qui présente un intérêt énorme, là aussi. Enfin, je veux dire un intérêt énorme par les répercussions que ça a dans la pratique, dans l'histoire de l'ethnologie, parce que ce sera une espèce de modèle pour être à la fois, disons, extrêmement minutieux dans la description et en même temps un essai de théorisation sur ce que c'est qu'une société. Oui, j'ai quand même négligé de vous dire une chose, c'est que le premier volume, qui s'appelle Les Nouers, est une étude, disons, de morphologie sociale, et notamment de la structure clanique et des structures lignagères. Et c'est la notion de lignage segmentaire a été vraiment développée par Evans Pritchard et sert un peu de modèle d'étude des systèmes lignagés segmentaires. Bon. Donc, quand il étudie la religion des Nouers, il tiendra compte à la fois du caractère clanique et lignagé de la société Nouer, et il étudiera le totémisme. Bon, je suppose que vous pensez immédiatement à Lévi-Strauss, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le totémisme aujourd'hui, et le aujourd'hui veut dire nous aujourd'hui. Le bouquin, le petit livre de Lévi-Strauss, qui est extrêmement dense, paraît en 1962, juste avant La pensée sauvage, qui forme un ensemble d'eux, pour dire le prétendu totémisme. Le totémisme est une illusion. Et pour démontrer en quoi consiste l'illusion, il passe au caractère intellectuel de la relation totémique, et comme par hasard, l'exemple, il le prend chez les Nouers d'Evans Pritchard. Et d'ailleurs, il y a une correspondance que j'ai trouvée dans la bibliothèque du Collège du Musée de l'Homme, du Collège de France, sur justement cette question du totémisme Nouer qui intriguait tellement Lévi-Strauss. Donc, il y a à la fois la religion totémique qui exprime d'une manière quasiment directe la structure sociale en tant qu'elle est constituée par une organisation lignagère, une organisation de lignage segmentaire,
Et puis d'autre part, le fait que, en dépit de ce caractère segmentaire, il y a une unité sociale. Il y a une unité, et alors il y a une analyse extrêmement fouillée de la notion de Dieu, du Dieu unique dans la religion nouaire. Et alors c'est là, il se livre il se livre à des réflexions, à des considérations sur l'un et le multiple, et il montre très bien comment effectivement, à travers le totem, alors le totem crocodile par rapport au totem lion, c'est effectivement, alors là c'est Lévi-Strauss sincère, c'est que le clan lion est par rapport au clan crocodile comme le lion est au crocodile. Et d'ailleurs, il y aura par exemple la preuve dans la forme que prend l'enfant à la naissance, qu'il a un caractère qui le rapprochera du lion. Enfin, il y a une espèce de morphologie du nouveau-né qui indiquera, où il y aura un indice qu'il appartient au clan du lion et non pas au clan du crocodile, etc. Donc, il y a quelque chose qui va dans le sens de Lévi-Strauss, mais sans, sans vider de toute substance intellectuelle ou, je dirais même spirituelle, la notion de la relation de l'individu qui appartient au clan du lion avec le totem lion, avec l'animal. Alors, il va montrer justement que il y a chaque lion qu'il y a dans la brousse, si vous voulez, est une incarnation d'un principe général, mais qui vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque totem est totem d'un clan, mais est totem à valeur de totem pour tout le monde. Et tout ça va constituer, disons, les briques d'une religion globale qui sera la religion d'un Dieu unique qui est, lui, ni crocodile, ni lion, ni n'importe quoi. Enfin, il y a une quarantaine d'animaux, je crois, qui servent d'éponymes totémiques pour les clans. Donc, je termine. Evans Pritchard va de proche en proche comparer. Il le fait réellement. Il va comparer 5 ou 6 groupes ethniques, tribus communs, quel que soit le mot que vous choisissez, ça n'a aucune importance, de la même zone, de la même ère culturelle, c'est-à-dire de l'ère nilotique. Vous voyez, c'est le Sud-Soudan, là où le Nil rencontre ces deux grands confluents, le Barsobat, etc., le Bahr el-Ghazal. Et on sent bien qu'il rassemble des matériaux qui seront une matière de choix pour un comparatiste. Simplement, lui-même n'a pas la fibre, disons, théorique du comparatisme, parce qu'il est trop sensible. Il dit, ce qui est vrai des Nuer n'est pas vrai des Dinka, même s'il y a tellement de choses en commun entre les Dinka et les Nuer. Ce qui est vrai des Chiites. Alors, la comparaison s'impose parce que ce à quoi sert la comparaison, c'est à comprendre les différences. Pourquoi des sociétés qui ont des morphologies, des économies extrêmement proches, l'une va être sous l'autorité du chef à peau de léopard, c'est le cas des Nuer, c'est-à-dire il n'y a absolument pas une structure d'autorité, il dira il n'y a pas de pouvoir mais de l'influence, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a des antagonismes, on va voir l'homme à peau de léopard qui est investi d'un certain pouvoir, qui est un pouvoir aussi magique, un pouvoir social, de régulation, de conciliation dans les conflits. Dans la société à côté, même structure, vous avez l'homme à la lance de pêche. C'est l'étude de Gottfried Linnart sur les Dinka. Les Dinka et les Nuer sont presque entremêlés. Et il y a déjà dans l'autorité qui gouverne la société Dinka l'esquisse d'un pouvoir d'une essence différente. Et c'est pourquoi, et d'ailleurs c'est un des exemples dont Fraser se sert, c'est pourquoi l'homme à la peau de léopard ne doit pas mourir, l'homme à la lance de pêche, fishing spear, ne doit pas
mourir de mort naturelle, il doit se suicider. Et puis vous aurez un troisième exemple d'une société voisine, les Chinook, qui encore a une morphologie du même type, c'est-à-dire de clan et de lignage élémentaire, qui va avoir un roi, avec tous les aspects qu'a la royauté traditionnelle en Afrique noire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas prendre à la lettre Bien sûr. voilà ce que je voulais dire, et il faut bien comprendre qu'il y aura toujours une forme de conflit entre le respect de l'unicité, du caractère singulier d'une société donnée, et puis d'autre part, le fait que vous ne pouvez pas réfléchir sur une société sans avoir des concepts, comme disait Lévi-Strauss, on généralise d'abord, on compare ensuite. Vous voyez ? C'est d'abord, il faut exactement la démarche qu'il a dans le totémisme aujourd'hui. Il fait d'abord une espèce de graphe où il étudie toutes les possibilités, tous les cas envisageables si on considère la relation entre des groupes sociaux et des espèces animales. Et puis ensuite, il descend dans le particulier et il voit comment dans telle ou telle société se fait effectivement la répartition entre des unités sociales et des espèces animales ou des espèces végétales ou n'importe quoi. Enfin, bon, j'arrête là parce que pas faire un... Excuse-moi, Fred, je suis obligée de suivre l'heure, mais je vais redonner la parole à Carl qui va certainement vouloir réagir. Oui, je n'ai jamais pris à la lettre le bon mot d'Evans Pritchard, que j'ai aimé beaucoup. Et évidemment, comme vous avez dit, il y avait de l'humour britannique. Et en fait, dans ce texte que j'ai écrit, je suis parti de ce texte de la Créquinière, en fait, de ce manuscrit que j'ai trouvé. C'était vraiment la lettre volée. Il était sous les yeux de tout le monde. Mais pourtant, je l'ai trouvé dans le catalogue imprimé des manuscrits de la BNF. De toute façon, j'ai utilisé ce cas pour montrer que, disons, l'étude analytique d'un cas pourrait amener à une comparaison, devait amener à une comparaison. Il y a ce jeu entre, évidemment, le cas, l'anomalie, si vous voulez, parce qu'il s'agit surtout dans ma perspective des anomalies, parce que ce que j'ai écrit il y a longtemps, c'est que les anomalies sont plus riches par rapport aux cas normaux s'il existe, parce que les anomalies incluent forcément la norme, tandis que la norme n'inclut pas toutes les anomalies possibles. Et quelqu'un m'a dit, un chercheur brésilien, Henrique Espada-Lima, m'a écrit, mais tu sais que ça c'est l'argument de Carl Schmitt dans sa politische théologie. Et j'étais surpris parce que j'avais, disons, articulé cette idée avant de lire Schmitt. Mais en fait, j'ai vérifié, mais c'est pas Schmitt. Schmitt cite un théologien protestant. Et dans son farouche catholicisme, il ne donne pas les noms. C'est Kierkegaard. Et pourtant, je pense que cet argument, c'est un argument précieux pour ce qui concerne l'anomalie. C'est très différent par rapport à disons, l'attitude de Michel Foucault à l'égard des anomalies, qui était une attitude, disons, idéologique. Pensons à Pierre Rivière, etc. Non, dans mon cas, il s'agit de la richesse cognitive des anomalies. Bon, je pense que je vous remercie et peut-être on peut continuer. Cette question de reprendre la catégorie de mise en abîme, est-ce que c'est une métaphore conceptuelle? Est-ce que c'est une catégorie analytique? Et qu'est-ce que ça implique dans ton analyse comme perspective sur ce que c'est le cinéma? Parce que la lecture que tu fais de l'illustration de la Divine Comédie et la comparaison que tu proposes avec le procédé utilisé par
le cinéaste moderne Buster Keaton, ouvre des perspectives tout à fait considérables sur une autre manière de définir ce que c'est qu'un langage de type cinématographique. Voilà. Mais c'est oui, une grande question et on a malheureusement 5 minutes. J'ai essayé de reconstituer l'histoire de cette notion de mise en abîme. Disons Gide, mais au-delà de Gide, derrière Gide, il y a Hugo, il y a, disons, les textes d'un écrivain d'emblème, les jésuites ménestriers, etc. Mais, disons, alors il y a quelque chose de très spécifique en tant que, disons, démarche littéraire, le rapport entre le cadre et ce qu'il y a dans le cadre, etc. Alors, je suis revenu sur ça. Mais ensuite, si vous voulez, j'ai essayé de repenser l'idée de mise en abîme à travers la dichotomie de éthique et mique. Et là, je dois dire que j'ai, dans les textes que j'ai fait circuler, il y a, disons, une reprise de la dichotomie lancée par Kenneth Pike, mais, disons, dans une perspective différente, qui est plutôt liée à Mark Bloch, ce que Mark Bloch avait dit avant Pike, dans un langage différent. Parce que je trouve que la perspective de Pike est une perspective statique. Le rapport entre éthique et mique, c'est un rapport statique. Tandis que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a un processus, dans le processus de la recherche, on lance des questions éthiques qui sont des questions tachées d'anachronisme dans le cas des historiens, sont du côté de l'ethnocentrisme, dans le côté des anthropologues, etc. Mais c'est possible de réviser, corriger les questions, disons, qui ont été lancées au début. Alors, il y a ce dialogue, qui est un dialogue interminable, potentiellement, un hommage à Freud, un dialogue entre éthique et mique. Il faut s'arrêter, évidemment. Mais je pense que du point de vue logique, disons, la mise en abîme est un cas particulier du rapport éthique et mique. Et alors là, bon, j'ai essayé d'analyser d'un côté les textes, le rapport entre Dante, le poète, et ensuite les conteurs, disons, Dante le poète et Dante le personnage, etc. Mais disons, il y a un troisième Dante qui est le poète qui écrit. Alors j'ai essayé de montrer que il y a des différences du point de vue de l'usage des verbes, d'un côté. Et de l'autre côté, les illustrations en tant que commentaire, disons, du poème. Alors on pourrait montrer, disons, ces trois images parce qu'il y a cette convergence tout à fait inattendue et, disons, due au hasard. Je vais revenir sur ça. Il n'y a pas de rapport direct entre, disons, les enluminures, certains enluminures qui montrent Dante, disons, sommeillé, etc., qui dort, et, disons, le Dante personnage qui surgit et qui va dans l'au-delà. Et ensuite, il y a Buster Keaton, et je pense que disons, la convergence de deux images, de trois images, si vous voulez, est assez frappante. Alors, il y a Dante qui dort, Dante qui va dans l'au-delà, qui se promène dans l'au-delà. De l'autre côté, il y a, il y a une deuxième image qui reprend ça, mais alors ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a Dante endormi, ensuite, il rencontre les animaux, etc. Il y a Virgile, et bon, il y a cette séquence. Et évidemment, on voit comment, dans quelle façon l'image va essayer de montrer, disons, de raconter une histoire. Disons, c'est l'image qui voudrait devenir, disons, un film, on pourrait dire, d'une façon constructive. Et maintenant, on voit dans quelle façon Buster Keaton dans Sherlock Jr. Et je pense que ce serait intéressant d'aborder ça dans une perspective de comparaison. Mais la comparaison, évidemment,
nous amène à un côté qui est un côté éthique. Et là, je veux rappeler que Lévi-Strauss, il était au Vassar College, et alors à un certain moment, il a dit on parle de ce mot, de cette catégorie éthique, émique, et pourtant, même la perspective de l'anthropologue, c'est une perspective émique. Alors, j'ai trouvé ça incroyable. Il venait de publier les 4 tomes de mythologie et, disons, il disait que sa propre perspective était une perspective émique. Évidemment, disons, on peut dire ça en se projetant dans un futur. Mais, disons, la distinction, à mon avis, chez Lévi-Strauss est tout à fait importante, même si, et là je lance cette hypothèse, il y a, disons, cette superpuissance du côté éthique, tandis que le côté émique est assez marginalisé. Mais disons, c'est la conversation avec l'avocat du diable qui continue. Merci. Oui, parce qu'il y a une proposition que tu fais en passant dans ton texte qui est encore autre chose, c'est que il me semble, c'est comme ça que je l'interprétais, à la lumière aussi de mon propre, certains aspects de mon propre travail, c'est le fait de ne pas être limité dans une définition de technique, la technique cinématographique inventée à un certain moment, mais précisément d'identifier des procédures ou des processus similaires bien avant ou ailleurs, et qui à ce moment-là nous oblige à penser le travail cinématographique ou le travail photographique, c'était mon cas, d'une manière que je qualifie moi d'anthropologique et non plus d'historique. C'était dans cette perspective-là que ton texte m'avait particulièrement intéressé, cette ouverture comme ça. Oui, alors si tu veux, merci. Alors, en fait, j'ai fait écho à Eisenstein, à son grand essai sur le close-up. Et là, il dit que le close-up, oui, a été utilisé pour la première fois par David Griffith, mais Griffith s'était inspiré à Charles Dickens. C'est-à-dire que alors l'idée de, disons, retrouver les racines lointaines de certaines démarches du cinéma dans la littérature ou dans les images ou dans la description littéraire des images. Parce que là, je pense à un autre texte de Eisenstein, lorsqu'il cite longuement la description d'un tableau jamais exécuté représentant les déluges par Leonardo. Et alors, pour Eisenstein, c'est comme un script. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Alors là, il y a ces va-et-vient que je trouve tout à fait fascinant entre, disons, la description des images, l'ekphrasis, comme disaient les Grecs, et ces prolongements dans l'histoire de l'art. J'ai publié un texte, mais ce texte, je ne sais pas si je l'ai proposé, non, peut-être pas. De toute façon, il y a, disons, un cas que j'ai trouvé magnifique d'un connoisseur anglais, Philip Pouncey, qui, disons, reconnaît l'auteur d'un dessin qui se trouve à Oxford, à Christchurch, parce qu'il se rappelle d'une phrase de Roberto Longhi, Titani, cinerei e nebbiosi. C'est-à-dire que l'euphrasis a un pouvoir de prédiction, de prévision. Et là, vraiment, c'est très impressionnant. C'est un cas, disons, c'est une anomalie, mais à mon avis, c'est une anomalie très riche. On aurait envie de poursuivre indéfiniment cette conversation, mais je vous remercie tous les trois. Merci, Giordana, et merci, Patrick Lacoste, merci, Alfred Adler. Ça a été vraiment magnifique et vraiment, je suis très, très reconnaissant. Merci.